Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Aujourd'hui, Patrice Suffaway et les cartes de la classe survivant de la boîte Les Dévoreurs de Rêves. Alors, Patrice Suffaway, la violoniste, elle a les traits interprète et maudit, 4 de volonté, 2 d'intelligence, 2 de force, 2 d'agilité, 7 points de vie, 7 points de santé mentale. La taille limite de votre main est réduite de 3. Lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, défaussez toutes les cartes non faiblesse de votre main et piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Signe des anciens +1, après la fin de ce test, vous avez le droit de mélanger toutes les cartes de votre pile de défausse sauf une dans votre deck. Taille du deck 42, carte survivant de niveau 0 à 5, carte mystique de niveau 0 à 2, carte neutre de niveau 0 à 5, violon de Patrice, guetteur d'une autre dimension, une faiblesse de base au hasard. Alors Patrice, je l'ai testé un petit peu, pas beaucoup. Première remarque, elle a au total 10 en caractéristiques. Le standard c'est 12. Donc elle est faible. 7 de vie et 7 de santé mentale, c'est équilibré. Elle a une mécanique très particulière. Sa taille limite de main, c'est 5 de base. Enfin je veux dire, normalement pour tous les investigateurs c'est 8, elle c'est 3 de moins. Mais par contre, lors de la phase d'entretien, elle n'a pas d'étape piocher une carte. À la place, elle va défausser toutes les cartes non faiblesse de sa main et piocher jusqu'à compléter sa main à 5 cartes. Donc, c'est une investigatrice qui incite à utiliser toutes les cartes de sa main. Voilà. Bon, je détaillerai plus tard. Sa carte avantage, le violon de Patrice, un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, objet, instrument. Action rapide, choisissez et défaussez une carte de votre main et inclinez le violon de Patrice. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soit cet investigateur gagne une ressource, soit il pioche une carte. La faiblesse, guetteur d'une autre dimension, c'est donc un ennemi, 5 de force, 5 d'agilité, 2 points de vie, monstre extradimensionnel, péril, caché, chasseur. Révélation, ajoutez secrètement cet ennemi à votre main. Vous avez le droit de combattre ou d'échapper à cet ennemi tant qu'il est dans votre main, comme s'il était dans votre lieu. En cas de réussite, défaussez-le de votre main. En cas d'échec, générez-le engagé avec vous. Forcez. Quand votre deck tombe à court de cartes, si cet ennemi est dans votre main, il vous attaque depuis votre main. Alors, par où commencer ? Allez, disons son avantage. Le violon de Patrice, il prend un emplacement de main. C'est pas trop gênant. Patrice, elle a 4 de volonté, mais que 2 de combat, que 2 d'intelligence. Donc ça incite à faire beaucoup de tests à la volonté. Enfin, je veux dire, faut pas... C'est assez peu probable... Comment formuler ça ? Si vous lui mettez une arme dans une main et une lampe torche dans l'autre, bon ok, la lampe torche permettra de diminuer la valeur occulte du lieu de 2, mais elle n'aura toujours que 2 en intelligence. Si vous lui mettez une arme en main, j'ai pas d'exemple en tête, mais elle aura 2 de force de base, plus le bonus de l'arme. Alors qu'en volonté, elle a déjà 4. Du coup, le violon de Patrice, je trouve, c'est pas trop gênant qu'il occupe un emplacement de main. Ensuite, son effet. Action rapide, choisissez et défaussez une carte de votre main et inclinez-le. Un investigateur dans le lieu gagne une ressource ou pioche une carte. À la fin de la phase d'entretien, toutes les cartes de sa main seront défaussées. Donc si vous avez une carte de votre main dont vous ne savez pas que faire, vous pouvez envisager soit de la remplacer par une autre carte en espérant qu'elle sera plus utile, soit la défausser pour gagner une ressource en espérant que cette ressource-là vous permettra au tour prochain de jouer une carte. Donc moi je trouve que c'est très bien. Petite remarque, remplacer une carte de la main par une ressource, ça peut être intéressant. J'en ai parlé dans plein de vidéos, donc là je ne vais pas montrer toutes les cartes et entrer dans les détails. Dans un deck, cacher son jeu. Le deck cacher son jeu typique, on utilise Madame la Branche, de sorte à pouvoir, dans une fenêtre d'action rapide, gagner une ressource, par exemple pour la dépenser pour la hache d'incendie. Dans un deck cacher son jeu classique, si on sait qu'on va avoir à combattre, on prend une ressource, on dépense la ressource pour la hache d'incendie, ça donne plus de en force,
Et comme on n'a plus de ressources, plus 1 en force de cacher son jeu. Puis ensuite, on utilise Madame Labranche pour avoir une ressource qu'on dépense pour la deuxième attaque. Et ben Patrice, avec son violon, elle peut avoir une troisième ressource pour la troisième attaque à la hache d'incendie. Donc, elle pourrait faire 3 attaques à la hache d'incendie, à chaque fois avec plus d'en force, à chaque fois en infligeant 2 dégâts si l'attaque réussit. Voilà. À noter, ça marche aussi pour les autres investigateurs du lieu. Sa faiblesse, alors c'est un ennemi qui a 5 de force, qui a 5 d'agilité. C'est énorme. Par contre, seulement 2 points de vie. Ce que vous devez faire pour vous en débarrasser, c'est simplement réussir une attaque ou une évasion pendant qu'il est dans votre main. Alors, je dis simplement, mais encore une fois, c'est un test à difficulté de 5. Donc il faudra y mettre... faudra y mettre les moyens. Ou alors, il y a quelques petites combos. De mémoire, la première, c'est parce que... Oups. Encore une fois, j'ai du mal à voir au travers du filtre anti-pop. Voilà, c'est ça. Bon, allez, comme ça ira bien. Akina de niveau 3. Donc, c'est un soutien allié. 1 point de vie, 4 points de santé mentale. Réaction, quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui une horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à n'importe quel ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les horreurs infligées par cette attaque. Vous pouvez jouer Akina dans un deck Patrice. Et là, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez volontairement laisser le guetteur vous attaquer. Par exemple, vous faites une tentative d'attaque ou une tentative d'évasion, vous la ratez, il vous attaque. Ou alors, vous attendez que votre deck tombe à court de cartes, et là, il vous attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez une horreur sur Akina. Vous ne vous prenez pas les 3 dégâts du guetteur. À la place, vous les infligez à un ennemi dans le lieu. Il est considéré comme attaquant. Alors, attendez que je vérifie. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Non, c'est ça. En fait, vous ratez votre attaque ou votre évasion, il est généré dans votre lieu. Voilà, maintenant, il est dans votre lieu. Face d'ennemi, il vous attaque, vous mettez une horreur sur Akina, vous ne vous prenez pas les 3 dégâts du guetteur, à la place vous les mettez sur un ennemi du lieu, en l'occurrence lui, du coup vous lui mettez dessus ces 3 dégâts, il n'a que 2 points de vie, il est vaincu. Pas plus compliqué que ça. Bon, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il joue Akina. Je ne discute pas non plus avec des tas de joueurs, mais j'ai jamais eu l'impression que c'était une carte qui était très considérée. Autre possibilité, le chat de la boîte de base. Voilà, chat errant. Action rapide, défausser le chat errant, échapper automatiquement à un ennemi non élite dans votre lieu. Il n'est pas élite, vous avez le droit de lui échapper comme s'il était dans votre main, donc voilà, vous défaussez le chat et vous avez réussi à lui échapper. Voilà. Alors maintenant, comme je disais tout à l'heure, Patrice Hathaway, comment on la joue ? Alors moi j'ai testé, il y a différentes façons de la jouer. Moi, il me semblait le plus logique de la jouer en se disant, comme à la fin de la phase d'entretien, je défausse tout, et ben, tant qu'à faire, je vais tout utiliser pendant mon tour, ou en tout cas au maximum. Ça veut dire qu'il faut jouer des cartes les plus polyvalentes possibles. Voilà, il faut jouer les cartes les plus polyvalentes possibles, des cartes qu'on va des cartes qu'on va pouvoir jouer dans différentes situations, ou attribuer dans différentes situations, ou les deux. Donc, moi en tout cas, tel que je la conçois, c'est peu de soutien, beaucoup d'événements, beaucoup de compétences. Alors, les soutiens, comme elle a 4 de volonté, et qu'elle a le droit aux cartes mystiques, ça incite à lui mettre des sorts. Mais, niveau 2 maximum, donc par exemple, flétrissement de niveau 0, rituel de recherche de niveau 0 ou de niveau 2, brume de relier de niveau 0, atrophie de niveau 0, voilà, choses comme ça. Pour ce qui est des événements et des compétences, si quand vous regardez la carte vous dites « Ah, ça c'est génial dans telle circonstance », c'est pas bon pour elle parce que vous ne pourrez pas stocker la carte en prévision des bonnes circonstances. Alors, regardons un peu ce qu'il y a comme événements mystiques, survivants. Voilà, comme d'habitude, je trie par niveau. J'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, dans le genre polyvalent, vous avez par exemple, regardez ce que j'ai trouvé. Un événement qui coûte 2 icônes d'intelligence, rapide, à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez, découvrez 2 indices dans votre lieu.
Eh bien, par exemple, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2, vous faites une enquête sans vous booster, vous piochez un jeton. Si c'est un jeton plus 1 ou 0, vous allez trouver un indice. Moins 1 ou moins 2, vous ratez de 2 ou moins. Et si c'est un moins 3 ou un modificateur plus élevé, votre compétence est ramenée à 0, du coup vous ratez aussi de 2. Donc vous jouez, regardez ce que j'ai trouvé. Et vous trouvez 2 indices. Et si vous l'avez dans la main, vous voulez enquêter mais vous voyez que vous n'avez pas de ressources pour pouvoir le jouer, et bien là vous l'attribuez au test. Vous avez 2 de base dans un lieu qui a une difficulté 2, et bien vous attribuez, regardez ce que j'ai trouvé. Vous enquêtez à 4 contre 2. Voilà, c'est un exemple. Libérer l'âme. Si pendant votre tour vous avez libéré l'âme et un sort ou un rituel dans votre main, et bien vous utilisez libérer l'âme pour jouer le sort ou le rituel à coût réduit. Si vous n'en avez pas en main, vous pouvez attribuer cette carte à un test de volonté. Et si vous avez, encore une fois, il est probable qu'elle ait des soutiens qui fonctionnent à la volonté. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous défausserez cette carte. Si vous avez le violon en jeu, vous pouvez défausser cette carte pour gagner une ressource ou piocher notre carte à la place. La cachette, même idée. Soit vous pouvez la jouer, c'est une action rapide, vous l'attachez à un lieu, les ennemis non élites du lieu ont distant, et à la fin de la phase des ennemis, si un ennemi est redressé dans le lieu, vous défaussez la cachette. Donc ça, par exemple, ça vous permettra de jouer la cachette dans un lieu, dans un lieu connexe. Tous les ennemis du lieu deviennent distants, vous entrez dans le lieu, vous sortez du lieu, fin de la phase des ennemis, vous défaussez la cachette. En attendant, vous êtes passé. Et si vous êtes engagé avec un ennemi, vous attribuez la cachette à votre test d'évasion. Alors, dans un deck Patrice, moi je ne mets pas de chanceux, parce que chanceux n'a pas d'icône. Si vous n'avez pas besoin de refaire un test, la carte ne vous sert à rien en main. Par contre, apprendre de ses erreurs est intéressant, parce que donc ça rapide à jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus de votre valeur de compétence pour ce test. C'est-à-dire que, mettons, première action, vous faites un test que vous n'êtes pas sûr de réussir, vous gardez à prendre de ces erreurs en main, si vous ratez, vous refaites le test en vous donnant plus 2. Si vous réussissez, vous avez réussi, tant mieux. Vous faites une deuxième action, vous gardez à prendre de ces erreurs en main, si vous ratez, vous le jouez, si vous ratez pas le test, tant mieux. Et enfin, troisième action, soit vous faites pareil, soit vous vous dites, je vais directement attribuer la carte au test pour me donner plus 1. Une carte très intéressante, je l'ai évoquée dans ma vidéo précédente, ouverture de portail. Alors je vais pas... là c'est la 4e vidéo que je fais de l'après-midi, du coup c'est vrai que j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes choses, donc je vais aller un peu vite, je vous renvoie à la vidéo précédente. Ouverture de portail, ça crée... en quelque sorte, ça fait que pour aller d'un portail à un autre, il ne vous faut qu'une action. Vous voulez avoir 2 portails, 3 c'est mieux. Patrice, comme elle fait tourner très vite son deck, elle a de bonnes chances d'avoir rapidement les 2 ou 3 portails. Très bien avec elle. Alors, là j'ai parlé de toutes les cartes intéressantes dans la main de Patrice, mais comme elle défausse les cartes qu'elle n'a pas jouées, on peut aussi s'intéresser à toutes les cartes qu'on veut avoir dans sa défausse. Bon là je vous ai mis arme improvisée, un événement de niveau 0 qui coûte 1, tactique improvisée. Vous avez le droit de jouer l'arme improvisée depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-la dans votre deck après avoir résolu ses effets. Combattre, l'ennemi attaqué perd 1 de combat pour cette attaque. Si vous avez joué l'arme improvisée depuis votre pile de défausse, votre attaque inflige plus 1 dégât. Alors, cette carte-là, vous ne pourrez pas l'attribuer à un test, certes, donc c'est pas super polyvalent, mais une fois que vous l'aurez défaussé, vous pouvez... Alors quand vous l'avez en main, vous pouvez la jouer depuis votre main, mais une fois que vous l'avez défaussé, vous pouvez la jouer depuis votre défausse. Moins 1 de combat pour votre ennemi, si vous réussissez, vous lui infligez 2 dégâts. Bon, sachant qu'elle a une force de base de 2, mais bon. Donc il y a l'arme improvisée, il y a... Il y a l'arme improvisée, il y a faire avec les moyens du bord pour les indices, il y a barrière improvisée pour l'évasion. Ces 3 cartes-là,
eh ben, vous ne regrettez pas de les avoir défaussés. Vous ne dites pas, mince, c'est bête, je l'ai défaussé avant de pouvoir l'utiliser, vu qu'elle est meilleure dans la défausse que dans la main. Et une fois que vous l'avez jouée depuis la défausse, vous la remélangez dans le deck, et elle va revenir assez vite dans votre main. Une autre carte intéressante depuis la défausse, c'est Découverte fortuite. C'est dans ce pack d'ailleurs, donc j'en reparlerai plus tard. Carte myriade, donc vous pouvez en mettre 3 dans votre deck. Coût X. X est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre pile de défausse. Enquêtez, vous gagnez plus X intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Encore une carte qui n'a pas d'icône, mais pareil, vous en avez une dans la main, eh ben, vous n'en faites rien, elle est défaussée à la fin de la phase d'entretien. Quand la deuxième vous arrive en main, la deuxième, pour 1, elle vous donne plus 1 d'intelligence et elle vous permet de trouver un indice supplémentaire. Une fois que vous avez joué la deuxième, elle est dans votre défausse. Et quand vous avez la troisième en main, eh ben c'est pour 2 ressources, vous gagnez plus d'intelligence et en cas de réussite, vous gagnez 3 indices d'un coup. Voilà, c'est bien pour l'enquête de Patrice, de base elle n'a que 2. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails sur tous les événements, mais je dirais une autre chose, c'est comme elle, je sais pas comment vous dites, elle meule son deck vachement vite, elle va se retrouver avec beaucoup de... Enfin, elle va rapidement vider son deck. 2 effets, en vidant son deck, elle va se retrouver avec sa faiblesse en main, et quand elle aura complètement vidé son deck, elle se prendra une horreur avant de mélanger. Donc vous pouvez envisager des solutions de re-remplissage de la pioche. Par exemple, flux quantique, un événement niveau 0 qui coûte 1, une icône libre, mélangez votre pile de défausse dans votre deck et piochez une carte, retirez flux quantique de la partie. Donc ben voilà, vous avez une carte, vous la jouez, mélangez votre défausse dans votre deck, vous retirez ça de la partie, vous repiochez une carte. Vous avez aussi E-Catastrophe, carte de événement de niveau 3 qui coûte 2 icônes libres, chance bénie, rapide, à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence, cela inclut le pion échec automatique. Annulez ce pion KO et traitez-le comme s'il s'agissait d'un pion signe des anciens à la place. Et rappel, Patrice Hathaway, son signe des anciens, c'est +1. Après la fin de ce test, vous avez le droit de mélanger toutes les cartes de votre pile de défausse sauf une dans votre deck. Donc vous faites un test, vous piochez un jeton qui vous ramène à une compétence de 0. Vous jouez E-Catastrophe, le jeton est remplacé par un +1. Évidemment, vous jouez ça que si ça vous fait réussir le test. Du coup, encore une fois, vous avez choisi le bon moment, donc le test est réussi. Et après, ou même d'ailleurs s'il n'est pas réussi, ça ne gêne pas l'effet de son signe des anciens. Après la résolution du test, vous mélangez toutes les cartes de votre défausse sauf une. Éventuellement, celle que vous gardez dans votre défausse, c'est découverte fortuite. Ou alors c'est une carte qui est intéressante à jouer depuis la défausse, ou c'est une faiblesse. Et donc vous regarnissez votre deck. Voilà, à noter que E-Catastrophe, c'est un petit peu comme apprendre de ses erreurs. Premier test, vous gardez en main, vous dites si nécessaire, je joue E-Catastrophe pour réussir mon test. Deuxième test, pareil. Troisième test, là vous dites je vais la défausser à la phase d'entretien, du coup je vais l'attribuer à ce test. Et là ça vous donne +2, quel que soit le test. A noter que si dans votre deck vous avez 2 fois E-Catastrophe, il y en a une qui se retrouve dans votre défausse. Quand vous jouez la deuxième, vous remélangez la première dans votre deck. Parce que Catastrophe n'est pas banni, n'est pas retiré de la partie, rien de tout ça. Alors, je parlais des événements intéressants. Voyons un peu les compétences. Alors, je ne sais plus dans quel ordre je les ai mises. Il y a par exemple se montre à la hauteur. 3 icônes libres à attribuer uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure de -2 à votre valeur de compétence de base. Donc, comme en combat, agilité et intelligence, vous avez 2 de base, vous pouvez jouer se montre à la hauteur dès que la difficulté est de 4. Ça vous donne 3, donc vous êtes à 5 contre 4. Il vous suffit d'attribuer une ou 2 cartes et vous passez à 6 contre 4. Et encore une fois, des icônes libres, donc c'est polyvalent. Sans peur, une icône de volonté. Si ce test de compétence est réussi, soignez une horreur. Il y a des chances que vous jouiez des sorts, donc vous avez besoin de boost en volonté. Si vous réussissez, vous soignez les horreurs que vous avez attrapées à droite ou à gauche.
Dernière chance. Alors là, c'est assez particulier comme carte. Moi, en général, je la joue pas. 5 icônes libres. Attribue uniquement un test de compétence auquel aucune autre carte n'est attribuée. Aucune carte ne peut être attribuée à ce test de compétence. Dernière chance perd une icône libre pour chaque carte dans votre main. En général, je la joue pas parce que moi, j'essaie d'avoir des cartes en main de sorte à ce que quand il y a un danger, j'ai une carte pour m'aider à faire face à ce danger. Sauf que là, vu qu'à la phase d'entretien, je défausse toute ma main, je n'essaie pas de stocker les cartes. Si j'ai 5 cartes en main, dont dernière chance, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer d'attribuer 2 cartes au premier test du tour, 2 cartes au deuxième test du tour. Je fais le troisième test, j'attribue dernière chance et rien d'autre. Je n'ai pas d'autres cartes en main, du coup je me donne plus 5. Une carte de compétence, plus 5 au test que vous souhaitez. C'est vraiment génial dans un deck Patrice. Et pour en revenir à sa faiblesse qui a 5 de combat et 5 d'agilité, par exemple, vous pouvez faire un premier test, peu importe lequel, je sais pas, de l'enquête, deuxième test d'enquête, il vous reste plus que dernière chance en main. En jeu, vous avez, je sais pas moi, mettons atrophie ou brume de relier, enfin, un sort qui marche à la volonté, vous dites j'attaque ou j'évade mon guetteur. J'ai une volonté de base de 4, j'attribue dernière chance, ça me fait plus 5, je passe à 9, et je fais une attaque ou une évasion à 9 contre 5. Alors en pleine forme, j'ai envie de dire c'est un peu l'exemple du mauvais choix pour elle, en tout cas vu comme moi je la joue. Compétence avec un icône de force, un icône d'agilité. Tant que vous contrôlez 2 objets ou moins en pleine forme gagne un icône de chaque en plus. Tant que vous contrôlez un objet ou moins en pleine forme gagne 2 icônes supplémentaires de plus à la place. Alors on pourrait se dire, Patrice, si en jeu elle n'a que des sorts, chaque fois qu'elle va jouer en pleine forme, elle va avoir 3 icônes de force et 3 icônes d'agilité. C'est pas mal 3 et 3. Sauf que ce sont 3 icônes d'un type, 3 icônes d'un autre type. Et justement, si vous la jouez avec peu d'objets en jeu, si vous la jouez avec peu d'objets en jeu, par exemple, vous n'avez probablement pas d'armes en jeu. En jeu, vous n'avez aucun objet en jeu, ou peut-être vous avez le violon de Patrice. Et dans ce cas-là, en pleine forme, oui, ça vous donne 3 en combat ou 3 en agilité, mais vous n'avez aucun objet pour vous aider à combattre ou vous aider à vous échapper. Du coup, moi, ça me semble être une fausse bonne idée. Alors, coup de chance, compétence niveau 2, un icône libre, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez. Après avoir révélé les pions KO pour ce test, vous avez le droit de bannir coup de chance. En ce cas, ce test est une réussite automatique, sauf si un pion tentacule a été révélé. Vous vous donnez plus 1 au test de votre choix, et si vous révélez un pion du chaos autre que l'échec automatique qui vous fait rater, vous bannissez votre compétence. Donc, potentiellement, le plus 1 que ça vous donne vous fait réussir, potentiellement, vous n'en aviez pas besoin, mais quand vous attribuez cette carte-là à un test, vous savez que vous pouvez la bannir pour réussir. Il y a seulement si vous piochez l'échec automatique que vous ratez le test. Du coup, vous attribuez uniquement cette carte-là, mettons au premier test, ça vous évite d'attribuer d'autres cartes et il vous reste 4 cartes en main pour les 2 actions suivantes. Du coup, au final, je pense que j'ai bien cadré. Voilà un deck que j'avais testé. C'était l'objectif, donc comme je l'ai déjà dit, moi je conçois le deck à 0 XP puis le deck à 15, 20, 25, 30 ou 35 XP dans la foulée. Voilà, ça c'est un deck solo avec, quand je dis quasiment que des événements, je veux dire que des cartes qui ne servent qu'une fois. Donc c'est en fait événements et compétences. Alors en soutien, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis 2 flétrissements pour le combat. À noter que, vu sa vitesse de pioche et la possibilité de faire un mulligan, je me suis dit que c'était pas la peine de remplir le deck de solutions de combat. Alors, je vous cache pas
Patrice Feouet, je l'ai peu joué et j'ai pas eu de grands résultats. Ça remonte maintenant à, je sais pas, je dirais à la louche 2 mois, à peu près au moment de la sortie de la boîte, je pense. Donc peut-être 3 mois. Bon, par là, cet automne, on va dire. Du coup, je m'en souviens pas très précisément. Je crois que je l'avais testé sur le cercle brisé, j'en suis plus complètement sûr. Bon, j'avais été un petit peu déçu. Mais voilà, moi je pense qu'un axe de je sais pas comment dire, de recherche, de conception de deck, c'est ça. C'est un minimum de soutien et des événements polyvalents. Donc en l'occurrence, pour le combat, 2 exemplaires de flétrissement. 2 copies de clé de Saint-Hubert. Clé de Saint-Hubert, ça permet d'un côté de booster sa volonté pour ses combats au flétrissement et la résistance au deck de rencontre. Ça permet également de booster son intelligence parce que dans ce jeu-là, ce qu'il faut, c'est trouver des indices. Et enfin, si elle se prend trop d'horreurs, si elle est vaincue à cause des horreurs, on défausse la clé de Saint-Hubert, on lui retire 2 horreurs. La clé de Saint-Hubert est dans la défausse, maintenant il ne reste plus qu'à attendre qu'elle revienne en main, sachant qu'il y en a 2 copies. Précieux souvenir, pareil pour encaisser les horreurs. J'en ai mis un seul parce qu'après tout, comme accessoire, j'ai déjà la clé de Saint-Hubert. Emplacement de corps, 2 manteaux de cuir pour encaisser les dégâts, toujours la même idée. J'en ai 2 dans mon deck et normalement ça finira par revenir en main. Alors les événements. Ah oui, je pourrais peut-être faire comme ça. Regardez ce que j'ai trouvé, du classique, j'en parlais avant. Vous faites votre enquête, vous la ratez de peu, vous regardez... vous jouez, regardez ce que j'ai trouvé et vous avez 2 indices au lieu d'1. Apprendre de ses erreurs, pareil, j'en parlais. Vous avez échoué votre test, vous le refaites de nouveau, mais avec un +2. Barrière improvisée, vous le laissez se faire défausser. Ça vous permet d'échapper à un ennemi, voire 2. Envers et contre tout. Alors, rapide à jouer quand vous effectuez un test de compétence dont la difficulté est supérieure à votre valeur de compétence de base. Révélez X pions chaos supplémentaires pour ce test. Choisissez-en un à résoudre et ignorez les autres. X est la différence entre la difficulté du test et votre valeur de compétence de base. Cette carte-là, elle n'est pas faite pour être utilisée seule, elle est faite pour être utilisée en combinaison avec une compétence ou avec une carte événement attribuée. L'idée, c'est que votre valeur de compétence de base, ça va être 4 ou 2 ou 2 ou 2. Donc imaginons que vous faites une enquête importante. Vous avez une valeur de compétence de 2. La difficulté dans ce lieu, ça va être, mettons 5. Vous êtes à 3 en dessous de la difficulté. Vous jouez envers et contre tout. Vous pourrez révéler 3 pions chaos supplémentaires, donc vous en révélerez 4. Vous attribuez, par exemple, vous attribuez regardez ce que j'ai trouvé. Donc vous êtes à 4 contre 5, il vous suffit d'un +1 et vous avez révélé 4 jetons, 4 pions KO. 4 pions KO sur mettons 16. Et votre test va être réussi si vous avez un +1 ou si vous avez un +1 ou un signe des anciens. Je crois que j'ai fait le tour. Et ça représente 2 jetons. Alors là, ça va pas être génial. Mais si vous poussez un petit peu, encore une fois, chaque tour vous avez 5 cartes à utiliser. Si vous partez avec 3 de retard et que vous arrivez au niveau de la difficulté, vous réussissez sur +1, signe des anciens ou 0. Et là, pour le coup, je pense que ça fait un quart des pions. Donc si grâce à envers et contre tout, vous sortez un quart des pions du sac, c'est pas garanti, mais vous avez de bonnes chances. Ou alors, vous faites un test que vous savez ne pas pouvoir réussir, vous échouez, du coup vous jouez à apprendre de ses erreurs, vous pouvez refaire ce test avec +2, vous jouez envers et contre tout, vous attribuez une carte. Vous avez 2 de base, plus les +2, plus les +2 d'une compétence, peu importe laquelle, mettons le sans peur de niveau 2, non c'est pas un bon exemple. Prenons le même cas, vous attribuez et regardez ce que j'ai trouvé, donc 2, plus les 2 d'apprendre de ses erreurs, plus les 2 de regarder ce que j'ai trouvé, vous êtes à 6. Difficulté de 5, et vous avez tiré 4 jetons du chaos.
Là, -1, 0, signe des anciens et +1, ça marche. Éventuellement, les jetons spéciaux, il y en a certains qui valent 0 ou -1, donc vous avez de bonnes chances de réussite. Catastrophe, comme j'en parlais, ça, vous le jouez quand le test devrait échouer, pour qu'il soit... Enfin, il y a deux parties à cette carte-là. Dans un premier temps, vous pouvez tenter de la jouer pour réussir un test qui aurait dû être raté. Vous faites un test d'évasion, que je trouve un bon exemple. Votre ennemi a une évasion de 3. Vous faites votre test sans aucune carte. Donc vous faites un test à 2 contre 3. Vous piochez un -2, ou un -3, ou un -4, ou un échec automatique, ou n'importe quoi qui a un modificateur qui vous amène à 0. Vous payez 2, vous jouez catastrophe. C'est un signe des anciens, ça vous donne +1. 3 contre 3, c'est réussi. Le deuxième aspect, c'est qu'une fois que le test est fini, vous remélangez votre défausse dans votre deck. Voilà. Donc ça fera revenir plus rapidement toutes les solutions qui sont parties à la défausse. Je sais pas, une clé de Saint-Hubert est partie à la défausse, et elle reviendra. Pareil pour précieux souvenir, pareil pour manteau de cuir. Faire avec les moyens du bord, j'en parlais, c'est un peu comme barrière improvisée. Découverte fortuite, j'en parlais aussi. Alors j'en ai mis que 2 parce que alors déjà il y a une limite de cartes dans un deck, et ensuite parce qu'en solo, je pense pas que le découvrez +2 indices soit fréquemment utile. Alors c'est vrai qu'en mettant 2 plutôt que 3, j'ai moins de chance à un moment donné d'en avoir une copie dans ma défausse. Libérer l'âme, comme je le disais, imaginons que vous n'avez qu'une ressource au début de votre tour, vous avez flétrissement en main, à la fin du tour il est défaussé, flétrissement ça coûte 3, si vous dites mince je veux pas défausser le flétrissement alors que j'en aurai besoin en jeu, vous devez faire première action je prends une ressource, deuxième action je prends une ressource, troisième action je joue le flétrissement et j'ai rien fait d'autre. Avec libérer de l'âme, le flétrissement vous l'avez gratuit. Open the gate, j'en parlais plus tôt, voilà, pour se téléporter. Persévérance, si vous devez être vaincu et que vous avez 2 ressources, vous annulez, 2 sorts à ne pas être vaincu. Si vous avez un test très important à faire avec un sort, vous attribuez pour donner plus en volonté. Sacrifice, défausser un soutien mystique que vous contrôlez, ensuite piochez 3 cartes ou gagnez 3 ressources ou n'importe quelle combinaison des deux. Alors ça, c'est fait spécifiquement pour flétrissement. Il est possible qu'à un moment donné, le flétrissement n'ait plus de charge. Dans ce cas-là, il ne sert plus à rien en jeu. Vous le sacrifiez. Il est défaussé. De la défausse, il finira bien un moment ou un autre par revenir dans le deck. Et en plus, vous pouvez soit piocher 3 cartes, soit gagner 3 ressources, ou une combinaison des deux. Piocher 3 cartes, ça serait plutôt pour avoir le flétrissement suivant, pour le mettre en jeu. Ou, je sais pas, la clé de Saint-Hubert suivante, ou peu importe quoi. Pardon, j'ai eu une absence. Voilà. Et les ressources, ça va être typiquement si vous avez le deuxième flétrissement en main. Un flétrissement vide en jeu, vous le sacrifiez, ça vous donne 3 ressources, vous posez le deuxième. Stargazing, j'en parlais dans la vidéo précédente, si le deck de rencontre n'est pas mélangé, vous savez, au moment où vous le jouez, vous prenez 10 cartes rencontre. À ces 10 cartes, vous ajoutez une carte qui n'est pas une carte rencontre, qui n'a aucun effet négatif et même qui vous donne une action, une ressource et une carte en plus. Donc vous diluez un petit peu la menace, très légèrement, dans le deck rencontre. Voilà, rien de plus à dire. Volonté de survivre. Alors là, ça coûte 4, c'est cher. Dans ce deck-là, il n'y a pas de planque. Les ressources sont gagnées grâce au violon de Patrice. Les ressources sont économisées grâce à libérer l'âme. Sacrifice peut donner des ressources. Et sinon, je compte, il y a comment on appelle ça, le graphique du coût en ressources. Quand même, j'ai pas fait la moyenne, mais la moyenne doit être de 1 ressource et demie par carte, sachant que c'est le coût si vous jouez les cartes, et beaucoup de cartes vont être attribuées. Donc, faudra stocker un peu, mais vous avez le moyen. Un événement, si vous pouvez pas le payer, vous pouvez, comme d'habitude, l'attribuer. Il a une icône de force et une icône libre. Si vous le jouez, c'est rapide, vous le jouez pendant votre tour. Jusqu'à la fin de votre tour, ne révélez pas de pions KO lors des tests de compétences que vous effectuez. Ne pas révéler de pions, c'est-à-dire que vous faites votre
carte test avec une capacité qui est la capacité à laquelle vous montez avec vos cartes. Que je trouve un bon exemple. Allez, imaginons. Bon, ça coûte beaucoup de ressources, hein, c'est pas l'exemple qui sera le plus courant, mais par exemple, fin du scénario, vous avez un lieu plein d'indices que vous voulez vider. Le lieu a une valeur occulte de 4. Vous jouez volonté de survivre. Vous piochez pas de jetons. Première action, vous faites une enquête. La difficulté est de 4, vous avez 2. Vous avez raté 2. Du coup, vous jouez regardez ce que j'ai trouvé. Ça vous donne 2 indices. Si vous avez encore les sous, vous faites la même chose. 2 actions, vous avez trouvé 4 indices. Bon, à ce stade-là, vous avez payé 8 ressources aussi. Mais sinon, tout simplement, vous avez un ennemi qui a 6 points de vie, qui a une force, mettons, de 4. Vous jouez volonté de survivre. Vous piochez pas de pion KO. Maintenant, vous faites vos 3 attaques au flétrissement. Et vous avez la certitude de lui infliger 6 dégâts. Compétence défiance, plus 1 à la compétence que vous voulez. Et vous ignorez tous les jetons KO spéciaux. Dégourdi, alors là j'en mets qu'une, je suis pas forcément fan parce que ça va vous permettre de récupérer une carte survivant qui est dans votre défausse. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas garder les cartes. Donc si vous utilisez dégourdi sur votre première action, ça vous remet dans votre main une carte qui peut être utilisée que pour la deuxième action de ce tour-ci ou la troisième action de ce tour-ci. Donc il faut vraiment que ça soit une carte d'une grande importance. Je vois par exemple catastrophe. Mais enfin voilà, hein, si dégourdi, tenez, si vous pendant votre tour vous ne devez faire que des tests de volonté, dégourdi vous sert à rien. Alors, dernière chance, voilà, encore une fois, sur mes 2 premières actions, je dépense toutes mes cartes, sauf dernière chance. Troisième action de mon tour, j'ai une carte en main qui me donne plus 5 à mon test. Sans peur de niveau 2, plus 2 en volonté, pour votre attaque au flétrissement, et vous soignez 1 ou 2 horreurs. Se montrer à la hauteur de niveau 3, 2 icônes libres, attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez uniquement si la difficulté de ce test est supérieure à votre compétence de base. Se montrer à la hauteur gagne plus X icônes libres, X étant la différence entre votre compétence de base et la difficulté de ce test, jusqu'à un maximum de plus 3 icônes libres. Donc vous ne pouvez jouer cette carte que si la difficulté est supérieure. Si la difficulté est supérieure de 1, il y a plus 1 icône libre. Donc ça vous donne un plus 3. Vous êtes à 1 en dessous, ça vous donne un plus 3, donc vous avez un bénéfice de 2. Et que je dise pas de bêtises, oui, ça vous donne un bénéfice constant de 2 par rapport à la difficulté. Voilà. Vous rajoutez juste une petite icône et vous êtes à 3 au-dessus de la difficulté, ce qui devrait vous suffire. Donc voilà pour le deck Patrice. Ah la vache, ça fait déjà 50 minutes que je parle, c'est dingue. Alors les cartes survivantes, je vais aller super vite parce que j'ai pas grand chose à dire. Miss Doyle, soutien de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié créature, contrée du rêve, limite de 1 par deck, forcé, après l'entrée en jeu de Miss Doyle, cherchez espoir, zèle et augure parmi vos cartes liées, prenez-en un au hasard, mettez-le en jeu et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand Miss Doyle quitte le jeu, trouvez chacun de ses soutiens, même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Voilà. Maintenant, voyons voir les autres, enfin les cartes liées. Espoir, ça coûte 1. Alors que je vérifie, vous en mettez un en jeu au hasard. Donc vous ne savez pas lequel vous mettra en jeu en premier. Et les 2 autres sont mélangés dans le deck. Donc Espoir. Ah oui, dans la vidéo de Largo et je crois que c'était Mickaël cette fois-ci. Ouais, pour commenter le pack. Il faisait remarquer cette carte a un icône d'intelligence, un icône de force et vous aide à faire des tests d'agilité. Donc c'est pas les mêmes icônes. Bref. Forcé, après l'entrée en jeu d'espoir, défausser zèle et augure. Donc à chaque fois vous ne pouvez avoir qu'un chat à la fois en jeu. Action. Si espoir est redressé, inclinez-le ou défaussez-le. Échappez à. Tentez une évasion avec une compétence d'agilité de base de 5. Si vous avez défaussé espoir, ce test réussit automatiquement. Ensuite, vous avez le droit de mélanger espoir dans votre deck pour mettre en jeu zèle ou augure depuis votre pile de défausse. Du coup, que je dise pas de bêtises, quand vous jouez Miss Doyle, vous mettez un des 3 chats en jeu, vous savez pas lequel c'est. Le chat, vous pouvez,
soit l'incliner pour faire une évasion avec une agilité de base de 5, ce qui est beaucoup, soit vous le défaussez et c'est réussi automatiquement. Si vous le défaussez, vous pouvez mélanger un des deux autres depuis votre défausse dans votre deck. Voilà. Et donc vous défaussez... Alors à noter, Zèle et Augure ont tous les deux un icône d'agilité. Du coup, alors je crois que c'était dans la vidéo donc, de Largo et Mickaël, ils précisaient que quand on utilise Espoir pour faire un test d'agilité, enfin un test d'évasion avec une agilité de base de 5, on peut attribuer un des deux autres chats. Donc vous attribuez un des deux autres chats au test, ce qui fait que quand vous voulez automatiquement réussir le test d'espoir, vous avez un chat à remettre en jeu depuis votre défausse. Donc Espoir, il fait pour l'évasion, Zèle, c'est du combat avec une force de base de 5, et Augure, de l'enquête. Alors, une compétence de base de 5, c'est génial, vous pouvez le faire une fois par round, vu qu'il faut l'incliner. Vous avez aussi la possibilité de réussir automatiquement. Si vous choisissez de réussir automatiquement, vous mélangez le chat dans votre deck, donc il finira par revenir si vous videz complètement votre deck, mais vous ne savez pas quand. Et quand vous avez sacrifié un chat, vous mettez un autre en jeu depuis la défausse. L'effet est génial, moi j'ai seulement un problème, c'est tout simplement que vous ne savez pas à l'avance quel chat arrivera en jeu. Il est possible que vous ayez envie d'enquêter, et c'est le combattant qui arrive en jeu. Et vous devrez attendre que l'enquêteur arrive. Alors si l'enquêteur a été défaussé, quand vous sacrifiez le combattant, vous mettez en jeu l'enquêteur. Mais si l'enquêteur est au fond du deck, vous devez attendre qu'il arrive dans votre main. J'aime pas trop, c'est comme la carte Analyse astucieuse qui vous permet de prendre 2 exemplaires d'une carte identifiée ou traduite pour le prix en expérience d'une seule, mais dans ce cas-là, vous ne sélectionnez pas lesquels vous prenez. Ok, vous payez moitié prix en expérience, mais vous ne savez pas ce que vous achetez. Moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Alors, dernière carte survivant du pack, découverte fortuite. Alors, j'en parlais plus tôt. Un événement qui coûte X, myriade. X, c'est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre pile de défausse. Enquêtez, vous gagnez plus X en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Alors, si vous n'en avez pas dans votre pile de défausse, vous pouvez jouer celle-là. Elle vous coûte 0, elle vous donne plus 0 et elle vous donne plus 0 indice. Autrement dit, elle sert à rien, mais en la jouant, elle va dans votre pile de défausse. Une fois que vous en avez une dans la pile de défausse, la deuxième, elle vous dit plus en intelligence, en cas de réussite, vous découvrez plus un indice. Et la troisième, elle vous dit plus 2 et plus 2. C'est très bon. Alors, le plus 2 indices supplémentaires, en solo, ça sera quasiment jamais utile. En duo, ouais, de temps en temps. Je pense que ça sera seulement à 3 ou 4 investigateurs qu'on en aura souvent besoin. À noter, jouer la première ne vous apporte rien, à part la mettre dans votre défausse. Du coup, vous pouvez intégrer cette carte-là dans n'importe quel deck qui défausse beaucoup. Par exemple, ah oui, j'avais mis ça. Oui, faire avec les moyens du bord, c'est un petit peu similaire. On veut que ça soit dans la défausse. Quand c'est dans la défausse, ça fait perdre 1 de valeur occulte au lieu. Donc perdre 1 de valeur occulte au lieu de vous donner plus en intelligence. Et ça vous donne plus un indice supplémentaire en cas de réussite. Donc je disais, découverte fortuite, je vais y arriver. C'est intéressant dans un deck qui défausse beaucoup. Par exemple, un deck Wendy Adams. Réaction, quand vous révélez un pion KO, choisissez et défaussez une carte de votre main, annulez l'effet de ce pion, et remettez-le dans la réserve du KO, révélez un autre pion KO. Limite d'une fois par test ou capacité. Donc, Wendy, elle fait un test. Elle le rate, et elle défausse découverte fortuite. Elle a mis découverte fortuite dans sa défausse sans avoir besoin d'effectuer une action. Autre exemple, Ashcan Pit, lui il a action rapide, défausser une carte de votre main, redresser un soutien que vous contrôlez, limite d'une fois par round. Il incline un de ses soutiens, il défausse découverte fortuite, il le redresse ce soutien qu'il peut de nouveau utiliser. Et enfin, la carte Acculé, un soutien de niveau 2, action rapide, défausser une carte de votre main, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test.
limite d'une fois par test. Éventuellement même, si vous avez 2 exemplaires de découverte fortuite dans votre main, alors vu la fenêtre, ouais ça doit bien marcher, vous initiez votre test. Ah, faudrait vérifier. Comme vous la défaussez dans une fenêtre action rapide, je pense que vous jouez... Ouais non, pas sûr, bon. Dans le doute, disons, lors d'une première action, vous défaussez découverte fortuite pour vous donner plus 2, puis ensuite, deuxième action, vous jouez découverte fortuite et vous profitez du fait que vous en avez une dans votre défausse. Voilà. Alors, petit récap. Patrice Huffeway, je l'ai un peu testé, j'adore le concept. C'est bizarre, c'est original, ça donne envie, en tout cas moi ça me donne envie de jouer plein d'événements, d'essayer de jouer... moi quand je joue par exemple gardien, je veux que mon gardien il ait de l'équipement, et de l'équipement le plus pérenne possible. Par exemple, je joue Mark Carrigan, je lui mets 2 machettes, dans son deck, mais en jeu j'ai envie qu'il ait une machette, comme ça il a une arme qui ne tombe pas à court de munitions. Je veux qu'il ait le flic en patrouille pour un bonus de force constant. Je veux qu'il ait une bandoulière pour pouvoir cumuler plusieurs armes en même temps, ou armes et lampe torche, ou plusieurs armes et lampe torche, etc., etc. J'aime bien avoir des investigateurs installés avec tout un tas de soutien en jeu pour bien les booster. Patrice Huffeway, c'est l'inverse, en tout cas moi tel que je la vois, c'est l'inverse, peu de soutien en jeu, parce que si vous avez un soutien qui coûte 4 qui arrive dans votre main, si vous n'avez que 2 ressources, vous n'avez pas forcément la possibilité de passer à 4 ressources avant de défausser le soutien. Du coup, avoir plein de soutiens qui vous arrivent en main et que vous défaussez, pour moi c'est du gaspillage. Donc Patrice Huffeway, ça oblige à jouer avec l'idée, cette carte-là, si je peux pas la jouer, je dois quand même en faire quelque chose. Et ça m'attire. J'avais essayé un peu de jouer plein d'événements avec Wendy Adams. J'avais pas été très bon, donc j'ai vraiment envie d'essayer ça avec Patrice Huffeway. Alors les autres cartes, que je les retrouve. Les chats, oups, il y a un divulgachat juste en dessous. Les chats, je suis pas trop convaincu. Il y a des gens qui disent que c'est génial parce que ce sont des tests avec une valeur de base de 5. Je suis d'accord sur ce point, mais vous ne choisissez pas quel chat vous mettez en jeu. Du coup, vous ne choisissez pas pour quelle action vous allez être bon. Imaginons que votre survivant vous l'orientez enquête et évasion et vous retrouvez avec en jeu le chat qui vous fait du combat. Alors oui, ce chat-là, il vous permettra de faire des attaques avec une force de base de 5. Mais votre deck n'est pas conçu pour ça, et une unique attaque avec une force de 5, ça vous servira peut-être à rien. Inversement, si votre survivant vous en fait un combattant, et que vous vous retrouvez avec le chat qui vous fait enquêter, ça vous sert à rien. Et si vous voulez remplacer votre chat par un autre, il faut que le chat remplaçant soit dans la défausse. Alors à la limite, vous pouvez envisager Miss Doyle dans un deck Patrice en vous disant les chats qui sont mélangés dans le deck arriveront rapidement en main. Les chats qui sont dans le deck arriveront rapidement en main. Ensuite, il suffira de les attribuer à un test. Ils seront dans la défausse. Et le chat en jeu, on le mélange dans le deck, qui aura bien minci, pour mettre un chat intéressant en jeu depuis la défausse. Bon, moi ça m'enthousiasme pas trop. Dernière carte, découverte fortuite. Dans tout deck survivant qui défausse des cartes, c'est intéressant. Surtout si il doit faire un peu d'enquête. Si vous voulez que votre survivant fasse un peu d'enquête, c'est intéressant. Et c'est très intéressant si il joue un mécanisme de défausse de cartes. Voilà, c'est tout pour les cartes joueurs. Je vais rapidement faire les cartes que je les retrouve. Faiblesse, voilà. Alors il y a plusieurs faiblesses dans ce pack qui ont la particularité d'être réservées au mode multijoueur. Égocentrique, défaut, révélation, mettez en jeu égocentrique dans votre zone de menace. Vous ne pouvez ni attribuer de cartes aux tests de compétences des autres investigateurs, ni affecter les autres investigateurs avec des effets de cartes joueurs, sauf les effets qui infligent des dégâts ou des horreurs. 2 actions, défaussé, égocentrique. Dans certains decks, c'est complètement indolore.
Par exemple, moi quand je joue en trio, en général j'ai un investigateur qui se balade tout seul dans son coin. S'il est égocentrique, on s'en fout. Parce qu'il n'interagira pas avec les autres. Du coup, à aucun moment il n'aura l'occasion de leur jouer des effets dessus. Voilà. Par contre, si vous avez un investigateur qui fait du soutien normalement et qui a ça, alors là c'est complètement l'inverse. Caroline Fern, elle a ça comme faiblesse, elle peut plus soigner les horreurs des autres investigateurs, c'est un gros problème. Mandy, elle peut plus faire tutorer, elle peut plus aider les autres investigateurs à tutorer, c'est un gros problème. Donc ça dépendra beaucoup de l'organisation du groupe. Alors à noter, il y a beaucoup de joueurs qui ont redécouvert ça à la sortie de ces cartes faiblesses. La double action peut être effectuée par n'importe quel investigateur qui est dans le même lieu. Deuxième faiblesse, kleptomanie. Révélation, mettez en jeu kleptomanie dans votre zone de jeu. Action, prenez le contrôle d'un soutien objet ou de 2 ressources d'un autre investigateur dans votre lieu. Ensuite, mélangez kleptomanie dans votre deck. Forcez, à la fin de votre tour, subissez une horreur. Ça c'est pénible. Je trouve que c'est très pénible parce que, en général, moi je mets en jeu ce dont j'ai besoin. Si j'ai pas besoin de quelque chose, je le mets pas en jeu. Si quelque chose est en jeu, c'est que j'en ai besoin. À moins que j'en ai eu besoin et que maintenant ça soit vide. Du coup, par exemple, mon gardien, si il a besoin uniquement de sa machette et de son flic en patrouille, eh ben il a que ça en jeu. Si l'autre investigateur a kleptomanie et qu'il vole la machette du gardien, le gardien est mal. Et si la personne qui a kleptomanie ne prend rien du gardien, eh ben elle subit une horreur. Bon, par contre, quand vous avez pris le contrôle d'un objet ou de 2 ressources, vous remélangez la faiblesse dans le deck. Si vous avez de la chance, vous ne la reverrez plus. Mais ça peut être quand même sacrément embêtant. Moi, je pense que la plupart du temps, je choisirai les 2 ressources. Parce que les ressources, ça peut se regagner. Oui, je disais les ressources, ça peut se regagner, alors que l'objet, le gardien, une fois qu'il s'est fait voler sa machette, il doit attendre d'en repiocher une. Narcolepsie. Révélation, mettez en jeu narcolepsie dans vos zones de menace. Vous ne pouvez ni effectuer d'action, ni déclencher de capacité, ni jouer de cartes. Action, réveille-toi, défausser narcolepsie, forcez. Après que vous avez subi des dégâts ou des horreurs, défausser narcolepsie. Du coup, quand vous avez narcolepsie en jeu, vous ne pouvez plus rien faire. Et vous avez besoin qu'on vous réveille, ou alors que vous subissiez des dégâts et ou des horreurs. Subir des dégâts et ou des horreurs, c'est pas quelque chose qu'on fait volontairement en général. Là, comme vous pouvez même pas utiliser pipe ou analgésique sur vous, donc ces dégâts ou ces horreurs, ça vient de, par exemple, d'une carte traîtrise ou d'un ennemi, donc de quelque chose qui vous menace. Idéalement, il faut qu'un autre investigateur vous réveille en utilisant une action. Mais là, c'est l'inverse d'égocentrique. Si c'est l'investigateur indépendant, polyvalent qui est dans son coin, qui a narcolepsie, il va falloir que les autres viennent à sa rescousse. Peut-être qu'un investigateur va devoir perdre tout un tour pour aller réveiller le type dont normalement le rôle est de se débrouiller tout seul dans son coin. C'est gênant. Et enfin, dernière carte, votre pire cauchemar. Un ennemi, 2 de combat, 2 d'agilité, 3 points de vie. Chasseur, proie détenteur uniquement. Le détenteur de votre pire cauchemar ne peut ni l'attaquer, ni lui infliger des dégâts, ni le vaincre. Et s'inflige 2 horreurs. Cette carte-là est horrible si elle est dans le deck du combattant du groupe. Vous jouez par exemple Mark Harrigan avec, mettons, Rex Murphy. Cette faiblesse est dans le deck de Mark Harrigan, et c'est à Rex Murphy de lui infliger des dégâts. Bon courage. Si à l'inverse c'est dans le deck de Rex, Mark Harrigan l'attaque et normalement c'est vite réglé. Mais le détenteur de la faiblesse, il ne peut pas l'attaquer, il ne peut pas infliger des dégâts. Moi au début je me disais un petit coup de dynamite c'est bon, mais non, vous ne pouvez pas infliger de dégâts je reformule. Vous ne pouvez pas infliger de dégâts même si vous n'effectuez pas une attaque. Le porteur, tout ce qu'il peut faire, c'est des évasions successives. Il fait une évasion, il se déplace vers le lieu suivant. Donc la faiblesse, votre pire cauchemar, c'est vrai que c'est devenu un de mes pires cauchemars. L'idée que cette faiblesse-là se trouve dans le deck du combattant de mon duo. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Un petit récapitulatif.
petit récapitulatif, voilà, ressenti sur le pack. Alors, Tommy Muldoon, j'ai essayé de le jouer comme gardien. Je pense qu'il faut le jouer comme tank. Du coup, moi, je l'ai pas trouvé très percutant comme gardien. Mandy Thompson, 5 d'intelligence, c'est bien, c'est très bien même. La possibilité de tutorer, c'est très intéressant. Je pense qu'il lui manque encore, je sais pas, 1 ou 2 cartes. Il lui manque 1 ou 2 cartes pour qu'elle puisse donner, je sais pas, comment dire, le meilleur d'elle-même, pour que vraiment on puisse tirer le meilleur de ses effets de tutorat. Voilà, moi j'attends qu'il nous sorte encore 1 carte ou 2 avec le mot-clé recherche. Tony Morgan, il est pas assez bourrin no brain pour moi. Voilà, bon ça c'est ma faute. Je sais pas si dans une des 2 autres configurations je le préférerais. Si j'avais envie de jouer solo, je le jouerais avec survivant classe secondaire, mais bof, c'est pas quelque chose qui me tente des masses. Luke Robinson, alias la savonnette. Moi je trouve sympathique sa capacité de déplacement, sa capacité à jouer des événements à distance. Alors attendez un instant, j'ai un peu perdu le fil. Oui, donc voilà, intriguant, mais c'est loin d'être le mystique que j'aurais envie de jouer en premier. Patrice Huffeway, elle me tente bien. Alors j'ai vu des gens dire que selon eux, il fallait la jouer de sorte à poser un maximum de cartes en jeu pour affiner son deck, pour qu'on puisse parcourir le deck de plus en plus rapidement, je sais pas. On verra quand est-ce que j'aurai envie de la rejouer. Sinon, pour les cartes investigateurs, entre les cartes myriades, les cartes liées, il y a 3 cartes. Il y a 2 ou 3 cartes différentes par classe, c'est un peu maigre. C'est un peu maigre pour une boîte de luxe, c'est vrai que c'est le côté décevant. Voilà, par ça rien d'autre à dire, j'ai pas encore joué les scénarios. Et voilà, bon, il se fait tard, je vais remballer ici, donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonnes vacances, bon réveillon, bon séjour en famille, que sais-je, et je vous dis à la prochaine, au revoir.